En comprenant la source d'énergie du Soleil, l'homme a constaté l'incroyable pouvoir de la fusion pour gouverner les astres qui illuminent le ciel. Aujourd'hui, il imagine et il construit son avenir en explorant les possibilités que cette réaction pourrait lui offrir sur Terre. Mais commençons par le commencement. Dans l'univers, la matière existe dans bien des états qui changent avec la température. Si on lui apporte assez d'énergie, un corps solide peut ainsi devenir liquide, puis gaz, ou même plasma. On parle de plasma lorsque les électrons sont libérés de l'attraction des noyaux atomiques. Les noyaux sont constitués de protons et de neutrons, soudés par une énergie colossale, l'énergie nucléaire. Il existe plusieurs façons de libérer cette énergie, comme la fission, utilisée dans les réacteurs nucléaires et dans laquelle un noyau lourd se scinde en deux, et la fusion, qui assemble deux noyaux légers. Pour fusionner, il faut que les noyaux se rencontrent. Les neutrons n'ont aucune charge électrique tandis que les protons ont une charge positive. De ce fait, l'ensemble du noyau est chargé positivement. L'interaction nucléaire n'agissant qu'aux très courtes distances, il est difficile de faire se rapprocher deux noyaux comme il est difficile de réunir les pôles positifs de deux aimants. Pour fusionner, il faudra donc que nos noyaux aient suffisamment d'énergie cinétique pour vaincre cette répulsion. L'énergie cinétique d'une particule dans un plasma est liée à sa température. Plus le plasma est chaud, plus les particules s'agitent et seront susceptibles de s'unir. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi que ce plasma soit dense pour augmenter les probabilités de rencontre. Dernière condition, avoir la bonne recette. Seules certaines combinaisons de noyaux légers conduisent à une libération d'énergie nucléaire, comme c'est le cas lors de la formation d'hélium par la fusion de noyaux d'hydrogène. Lorsque des noyaux sont confinés, cette énergie augmente la température du plasma et favorise la fusion d'autres noyaux. Pour s'auto-entretenir, ces réactions doivent dégager plus d'énergie qu'elles n'en ont consommé. Les conditions de fusion sont naturellement remplies dans les étoiles. Sur la Terre, l'homme explore toutes les pistes qui le conduiront à maîtriser cette source d'énergie à son profit. Regardez le ciel. Vous voyez le rayonnement de la matière de l'univers. La quasi-totalité de cette matière se trouve à l'état de plasma. Chaque étoile est une énorme boule de plasma, essentiellement un mélange de protons et d'électrons, avec quelques traces d'éléments plus lourds. Lors de la formation d'une étoile, un gigantesque nuage de gaz s'effondre sous l'effet de la gravité. Il s'échauffe et l'étoile se met à briller, mais c'est un autre mécanisme qui assure sa longévité, la fusion nucléaire. Dans les étoiles, la force qui permet la fusion est donc la gravité. Plus on s'enfonce dans l'étoile, plus les noyaux sont confinés et plus la température du plasma augmente. Près du centre de l'étoile, la température approche 15 millions de degrés. La vitesse des noyaux devient suffisante pour déclencher des réactions de fusion qui libèrent l'énergie. L'hydrogène, c'est-à-dire le proton, est le carburant majeur des étoiles, et sa fusion est le premier maillon de la chaîne de formation de tous les éléments de l'univers. Il ne faut pas moins de 3 réactions successives pour former un noyau d'hélium à partir de noyaux d'hydrogène. La première étape implique la fusion de 2 noyaux d'hydrogène, durant laquelle l'un des protons se change en neutron pour produire du deutérium, avec émission d'un positron et d'un neutrino. Ce noyau de deutérium peut fusionner à son tour avec un nouveau proton
pour créer un noyau d'hélium 3. Lui-même pourra fusionner avec un autre noyau d'hélium 3 pour former l'hélium 4, le plus courant dans la nature. En fait, ces réactions sont assez rares. Chaque centimètre cube du Soleil ne dégage que 300 microwatts, moins que l'énergie dégagée par un être humain. L'étoile compense cela par son énorme masse. Un astre comme le Soleil convertit en son centre plus de 600 millions de tonnes d'hydrogène par seconde, soit autant d'énergie que celle contenue dans toute la population mondiale. Lorsque tout l'hydrogène est épuisé, une étoile peut encore fusionner l'hélium en carbone. Et si elle est assez massive, elle peut former des noyaux plus lourds, jusqu'au fer. Au-delà du fer, les réactions consomment plus d'énergie qu'elles n'en produisent. L'étoile s'éteint alors par manque de combustible. Privée de la source d'énergie qui s'opposait à la gravité, le cœur d'une étoile, comme le Soleil, s'effondre pour devenir un astre dense, une naine blanche. Pour les étoiles 10 fois plus massives, cet effondrement conduit à une explosion, une supernova qui dissémine dans l'espace toute la matière de l'étoile. Si les noyaux d'hydrogène peuvent fusionner au cœur du Soleil, c'est grâce à sa température de 15 millions de degrés et à sa densité très élevée, près de 200 milliards de fois la pression de l'atmosphère terrestre. Comment produire sur Terre des conditions favorables à la libération de l'énergie de fusion ? Il faut commencer par choisir les isotopes de l'hydrogène pour lesquels la fusion est la plus facile. Le deutérium, composé d'un proton et d'un neutron, et le tritium, composé d'un proton et de 2 neutrons. Leur fusion libère de l'énergie en produisant un noyau d'hélium accompagné d'un neutron célibataire. Mais où trouver cette matière inhabituelle ? Le tritium est un isotope d'hydrogène instable. La moitié des atomes de tritium se désintègrent spontanément au bout de 12 ans, ce qui explique pourquoi on ne le trouve pas dans la nature. On peut le fabriquer en bombardant du lithium avec des neutrons qui viennent casser ces noyaux pour produire du tritium et de l'hélium. Les futurs réacteurs de fusion utiliseront donc du lithium pour générer directement du tritium nécessaire aux réactions de fusion. Le deutérium, lui, peut être extrait de l'eau. 1 litre d'eau en contient 33 mg. Dans un réacteur de fusion idéal, 3 litres d'eau fourniraient autant d'énergie que 1000 litres d'essence. « 80% de l'énergie libérée sera emportée hors du plasma par les neutrons issus de la réaction. Ils seront freinés et absorbés par les parois du réacteur, transférant leur énergie à ces dernières sous forme de chaleur. Comme dans les centrales classiques, cette chaleur servira à chauffer un caloporteur comme de l'eau qui fera tourner des turbines couplées au réseau électrique. L'hélium 4, produit par la réaction deutérium-tritium, n'est pas radioactif. Par contre, les neutrons produits pourront activer les matériaux du réacteur. Le choix des matériaux est donc d'une grande importance pour imaginer une filière de réacteurs à fusion produisant peu de déchets radioactifs. Mais comment réunir sur Terre des conditions propices à ces réactions de fusion, des conditions proches de celles des étoiles ? La première manière est de porter à très haute pression un petit volume de matière pendant un temps extrêmement court. On parle alors de confinement inertiel. La seconde manière est de maintenir à très haute température un plasma à l'intérieur d'un volume donné en utilisant des champs magnétiques. On parle alors de confinement magnétique. Il est possible de réaliser une fusion d'atomes de deutérium et de tritium en les confinant dans de petites capsules sur lesquelles on fait converger plusieurs faisceaux laser pour former un plasma à des densités et à des températures très élevées. C'est l'enjeu de la fusion inertielle. On fabrique d'abord une capsule sphérique d'environ 2 mm de diamètre contenant quelques microgrammes de mélange de deutérium et de tritium. Puis, de gigantesques faisceaux laser viennent déposer à sa surface une puissance d'environ 300 000 milliards de watts.
Que se passe-t-il ? L'enveloppe de la cible se transforme par chauffage en plasma d'une vingtaine de millions de degrés. Son expansion violente exerce par réaction une pression de plusieurs centaines de millions d'atmosphères, ce qui fait imploser le contenu central de la capsule. En moins d'une dizaine de milliardièmes de seconde, le mélange s'est transformé en plasma. Il est comprimé jusqu'à atteindre 100 fois la densité du plomb et sa température atteint plus d'une centaine de millions de degrés. Les réactions de fusion peuvent s'amorcer. Les noyaux d'hélium produits par ces réactions transmettent leur énergie cinétique au plasma, favorisant la fusion d'autres noyaux de deutérium et de tritium encore en implosion. Les neutrons produits par la fusion s'échappent du plasma et s'arrêtent dans l'enceinte de la chambre de réaction. Au bout d'une centaine de picosecondes, le mouvement d'implosion du plasma finit par s'inverser en disloquant la cible, mais au moins un tiers du combustible aura été consumé. Pour initier cette réaction de fusion, il faut distribuer uniformément l'apport d'énergie à la surface de la cible. L'attaque indirecte consiste à ne pas viser la cible directement, mais les parois intérieures d'une petite cavité d'or qui la contient. La cavité se remplit d'un rayonnement X très homogène qui provoque l'évaporation de la surface de la cible. Mais on perd de l'énergie en introduisant le rayonnement laser dans la cavité et en le convertissant en rayonnement X. Une autre voie envisagée dans l'avenir pour initier les réactions de fusion est l'attaque directe. Elle consistera à irradier directement la cible avec un grand nombre de faisceaux pour s'approcher d'un éclairement uniforme. L'apport d'énergie est plus direct, mais la symétrie de l'implosion est moins bien contrôlée. Au-delà des études pour la fusion, de nombreux domaines de recherche s'intéressent aux expériences que l'on peut mener avec des plasmas de fusion inertielle. C'est le cas de la physique des matériaux ou encore celui des études sur l'évolution des étoiles et de leur environnement. Pour que des réactions thermonucléaires puissent se produire dans un plasma, il faut contenir les atomes dans un volume limité et les maintenir à une température élevée en les empêchant de céder leur chaleur à une paroi matérielle. C'est le rôle du confinement. Les particules chargées du plasma sont sensibles au champ magnétique. Si le plasma baigne dans un champ magnétique rectiligne, ces particules tourneront autour des lignes de champ et ne peuvent plus atteindre les parois. On a créé une sorte de boîte magnétique. Afin d'éviter que le plasma s'échappe aux extrémités, on referme la boîte magnétique sur elle-même pour former un tore. Le champ magnétique ainsi créé par une série d'aimants entourant le plasma s'appelle le champ magnétique toroïdal. Un courant électrique intense parcourt alors le plasma dans la direction toroïdale, générant un champ qui participe aussi au confinement. D'autres bobines sont ajoutées afin de contrôler la forme du plasma. Les lignes de champ ont finalement une forme d'hélice. On dit qu'elles sont hélicoïdales. On utilise des électroaimants pour créer ces champs magnétiques intenses. Pour permettre le fonctionnement en continu et limiter la taille et le coût de l'installation, on les réalise avec des bobines de câbles en matériaux supraconducteurs refroidis à une température proche du zéro absolu. Pour remplir les conditions nécessaires à la fusion, il faut optimiser plusieurs facteurs. La densité et la température du plasma sont les plus importants. Par rapport à la matière ordinaire, le confinement magnétique d'un plasma n'autorise que des densités faibles. Quelques grammes de matière sont dispersés dans l'ensemble du volume. Il faut donc donner beaucoup d'énergie cinétique au noyau afin qu'il puisse se rencontrer et déclencher une réaction de fusion. Pour les atomes de deutérium et de tritium, cette énergie cinétique correspond à des températures de plasma de l'ordre de 150 millions de degrés. Si le tore est trop petit, le plasma ne peut pas accumuler suffisamment d'énergie. Il se refroidit alors trop vite. Il y a donc un volume minimal. Les réacteurs à fusion du futur seront des machines contenant de l'ordre de 1000 mètres cubes de plasma. Une fois le plasma confiné,
il faut favoriser les réactions de fusion. En plus de participer au confinement, le courant électrique généré dans le plasma entraîne de l'agitation. Il chauffe le plasma, mais ne suffit pas à atteindre la température souhaitée pour déclencher les réactions de fusion. Il faut donc ajouter d'autres moyens de chauffage. Une partie de l'énergie manquante est apportée par des atomes de deutérium qui sont accélérés en dehors du réacteur, puis injectés dans le plasma où ils cèdent toute leur énergie. Le reste de l'énergie nécessaire est fourni par des rayonnements micro-ondes qui accélèrent le mouvement des ions et des électrons du plasma, augmentant ainsi leur température. Lorsqu'il y a suffisamment de réactions de fusion, elles transmettent assez d'énergie au plasma pour s'auto-entretenir. On peut alors réduire les chauffages additionnels, ils ne servent plus qu'à piloter la réaction. On sait déjà porter un anneau de plasma à près de 150 millions de degrés de façon stable et durable. Pour réaliser un réacteur, il faudra encore concevoir une structure mécanique et des matériaux qui résistent au flux intense de neutrons et qui garantissent le fonctionnement du réacteur en continu. Cette structure devra aussi permettre la production de tritium au sein même du réacteur à partir d'une couverture de lithium. Tout cela pour qu'avant la fin du siècle, des réacteurs à fusion par confinement magnétique produisent de l'électricité pour l'humanité.